Comme vous voyez devant nous là, il y a les mangroves qui sont ici. Mais ici, on n'abat pas les mangroves, on ne fait pas des braises ici. Ici, réellement, on respecte les mangroves. Ici, il y a beaucoup de pêcheurs. Ils savent que si on coupe les mangroves, il n'y aura plus de poissons ici. Parce que c'est dans les mangroves, là où les poissons se multiplient. Ici, vous voyez ces racines. Et là en dessous, là-bas, les poissons sont là pour aller cacher leurs enfants, les petits poissons. Vous savez, dans toute agglomération, il y a des chefs coutumiers, il y a des chefs du village, des chefs des secteurs. Donc, depuis leurs ancêtres, ils respectent les milliers. Parce qu'ils savent que non, si nous allons abattre tous les animaux, et nos enfants ne vont plus rien voir. Et si on va couper les mangroves, c'est nous-mêmes qui vont risquer de ne pas voir encore les poissons. Et c'est pourquoi ils luttent contre ça. Je suis arrivé ici à Mwanda en 2011 et je peux dire que sur 7 ans, nous sommes en 2020 maintenant, je vois une différence énorme. Les plages commencent à disparaître. À certains endroits, nous avons abandonné certaines plages où nous faisions nos campagnes de récolte d'œufs de tortues marines. Mais nous avons abandonné ces plages parce que les tortues ne viennent plus, il n'y a plus d'espace pour pondre, le sable est tout le temps en permanence inondé par les marées. Et nous avons même un phénomène qui est assez curieux, c'est que les tortues traversent la route, essayent d'abord de gratter dans le goudron pour pouvoir pondre leurs œufs, et souvent passent même dans la mangrove où elles n'allaient jamais, parce que justement la plage n'existe plus, la plage a disparu. Ils sont en train de détruire la zone baie du parc. Parce que les tortues viennent pondre les œufs à l'océan. Or, de jour en jour, les eaux montent vers la forêt. Et maintenant, comme ils sont en train de couper ces arbres que vous voyez ici, parce qu'ici c'était la forêt, ici c'était la forêt. Et maintenant, comme on a coupé les arbres, maintenant l'océan commence à monter. Mais il commence maintenant à construire des murs comme ça. Mais les tortues vont pondre où? C'est ça les problèmes que nous avons pour le moment. Parce qu'un jour, les tortues ne vont plus pondre parce qu'on a fait des murs ici. C'est ça. Maintenant, nous avons les problèmes dans les années à venir. Je ne sais pas où est-ce que les tortues vont commencer à pondre les œufs. Donc, qu'ils cessent de faire des bêtises pareilles. Nous sommes maintenant en difficulté. Cette superficie de 25 000 hectares a une importance capitale pour le littoral congolais qui ne fait que 37 km de long parce qu'elle protège toute la côte de l'érosion et elle fait un tampon entre l'océan et la terre ferme. Et la montée des eaux est une réalité absolument visible et d'une gravité exceptionnelle. Elle va créer des problèmes immenses à l'homme dans les années qui vont venir. Et ne pas prendre conscience qu'il faut vraiment faire quelque chose pour préserver ce milieu fragile, ce littoral, cette végétation et préserver cette mangrove, ce sera une catastrophe dans les années qui vont venir. Et on ne pourra pas réparer les dégâts que l'océan va faire. La végétation peut être un rempart, mais les constructions humaines souvent sont inadaptées, inadéquates et finissent par s'écrouler. Voilà l'importance des arbres. Si l'eau vient, et les arbres font amortir les eaux. Voilà maintenant ici. Ce sont ces arbres qui amortissent l'eau. Et après avoir coupé les arbres, il n'y aura plus rien. Et quand l'eau vient, et l'eau monte jusqu'à détruire toute la forêt. Les sables étaient jusqu'ici.
Mais petit à petit, l'eau commence à évacuer les sables et maintenant l'arbre est là. Ici, nous sommes toujours dans la zone baie du parc, qui est caractérisée par plusieurs espèces phares. Deux déjà, parce qu'il y a une partie on a la mangrove, il y a une partie qui est la partie plage, qui a les tortues marines. Et ici, tout au long de la zone baie, il y a 2 ou 3, 4 rivières qui se jettent à l'océan. Et voilà, il y a beaucoup d'oiseaux qui se trouvent tout au long de cette rivière. C'est-à-dire que c'est riche aussi en biodiversité. C'est une partie que nous devons protéger. Et voilà la raison pour laquelle que les parcs marins de mangrove, c'est un site Ramsar. Parce qu'il y a les zones humides qui regorgent beaucoup d'espèces d'oiseaux. Et nous avons l'obligation de protéger, de veiller sur cette partie du parc. C'est pourquoi nous contrôlons tout au long de cette zone. Nous devons aussi surveiller. Parce que ça regorge une diversité biologique. Et donc si les mesures ne sont pas prises dans les prochains mois, mais vraiment dans les prochains mois et très rapidement, le parc est vraiment en très grand danger. En très grand danger parce que cette population fait une pression de tous les côtés. Elle dévaste donc les réserves halieutiques, elle dévaste cette mangrove qui est une nurserie pour tous les poissons et qui est donc également un vivier où les poissons viennent se reproduire. Et elle tue des lamantins, elle tue des animaux par braconnage, etc. Donc nous faisons vraiment face à une pression anthropique extrêmement importante. Le parc marin des mangroves est une aire protégée située à l'embouchure du fleuve Congo et qui s'étend le long du fleuve jusqu'à Boma et qui couvre une superficie de 76 000 hectares, donc qui est en bordure du fleuve jusqu'au littoral, jusqu'à l'océan. Au niveau de la flore, nous avons donc ces palétuviers, une forêt de 25 000 hectares qui est unique, parce qu'elle est petite, elle est en danger, elle est menacée et donc elle mérite toute l'attention pour sa protection. Il y a la tortue lite et la tortue olivâtre. Par rapport à leur statut actuellement, la tortue lite, c'est une espèce qui est devenue en danger critique et la tortue olivâtre, c'est une espèce vulnérable. Donc nous avons tous les devoirs de les protéger. Et ici, chez nous, en RDC, précisément au parc marin des mangroves, il y a la tortue olivâtre qui est en abondance. Donc ce n'est que les femelles qui remontent sur les plages pour pondre. Les mâles restent toujours dans l'océan. À partir de leur naissance et au moment où ils vont vers l'eau, ils resteront toute leur vie dans l'océan. Mais les femelles donc viennent pondre leurs œufs dans le sable. Donc nous avons commencé notre première campagne en 2011-2012 avec un seul nid. Nous y avons été prudemment. Donc nous avons fait un seul nid, puis 20 nids l'année suivante. Et chaque fois 60 nids l'année d'après et puis plus de 100 nids par année. Et l'année passée, nous avons fait 417 nids et cette année, nous sommes à plus de 740 nids. Nous arriverons peut-être à 800 nids au niveau de la fin de la saison et qui nous permettent de remettre de nombreux bébés tortues à l'eau. Et cette année, nous ferons probablement plus de 90 000 bébés. Nous organisons des patrouilles parce que la côte en soit à 38 km, la côte congolaise. Nous avons 40 patrouilleurs en permanence sur la plage et donc ces patrouilleurs détectent les tortues. Nous retirons les œufs aussi après avoir détecté les nids
en voyant les traces laissées par les tortues lors de la montée, lors de la descente vers l'océan. Donc lorsque nous avons récolté les œufs, nous les amenons dans une écloserie protégée, nous les enfouissons de la même manière que la tortue l'a fait, à la même profondeur, mais nous les protégeons par un treillis et par une moustiquaire qui permet donc de protéger les œufs de la prédation des crabes et des insectes. C'est après environ 58 jours qu'il y aura éclosion. Après éclosion, nous allons aider ces bébés tortilles à les remettre dans l'eau. Là, nous avons facilité une grande tâche à ces bébés tortilles qui auront peut-être une chance de survivre et d'échapper à un bon nombre de prédateurs. Donc les tortues éclosent toujours la nuit, en général entre 3 et 4 heures du matin. Vers 5 heures, nous commençons à les compter toutes, à les retirer de chaque nid où elles sont implantées, à les retirer, à les compter, à faire la sommation par nid afin de connaître le ratio du résultat par nid. Ensuite, nous les amenons sur la plage avant 6 heures du matin où nous les relâchons et sous notre surveillance de manière à ce que les prédateurs, principalement les oiseaux, ne puissent pas les attaquer et les prélever. Alors les tortues font face à plusieurs menaces. D'abord au niveau de la surpêche mondiale, puisque toutes les réserves halieutiques dans le monde sont surpêchées, elles sont capturées dans les filets. Et deuxième danger, il y a plusieurs prédateurs sur la plage. Et précisément sur notre plage, il y a beaucoup de crabes. Les crabes sont vraiment les grands consommateurs des tortilles sur la plage. Et deuxièmement, il y a les corbeaux et d'autres oiseaux qui circulent sur la plage. Ensuite, elles ingurgitent beaucoup de plastique. Certaines espèces ingurgitent énormément de plastique et donc meurent de ce fait-là. Et finalement, leurs œufs sont braconnés sur les côtes et le littoral, toutes les plages au monde sont menacées par la montée des océans, sont menacées par l'urbanisation anarchique et donc les plages se réduisent et l'horaire de ponte évidemment automatiquement est réduit également. Je pense que nous pourrons avoir des résultats beaucoup plus conséquents dans les années qui viennent. C'est parce que d'une part, nous avons fait un gros effort depuis 2012 pour éradiquer le braconnage. Bien sûr, il y en a toujours, mais nous avons fait un gros effort pour éradiquer le braconnage. Et les patrouilles sont de mieux en mieux organisées. Nos patrouilleurs acquérant de plus en plus d'expérience pour détecter les nids et pour détecter les tortues qui viennent pondre. Vous savez que les érosions, c'est une dégradation de ces espaces de terre causée par une mauvaise gestion de l'espace ou de relief environnant. Et ça, c'est un problème très sérieux. Au niveau du parc marin de mangrove, quand vous regardez toute la ville de Moanda, en fait, il y a effectivement de signes palpables d'un aménagement de l'espace, l'aménagement de ce territoire qui n'a pas réellement répondu à tous les principes d'aménagement, en sorte que de rigoles se creusent et la mauvaise gestion des eaux, que ce soit des eaux de toiture, des eaux de pluviosité, et même les eaux de petites rivières qui sont là, qui ne sont pas canalisées, arrive à provoquer des érosions.
Je m'appelle Nguéline Paye, Louis. Je suis officier principal de garde au parc marin des Mangroves. Bon, je suis au parc marin depuis la création de la réserve, c'est-à-dire depuis 1992. La réserve a été créée avec 3 objectifs principaux, c'est-à-dire la protection de cet écosystème qui est devant nous, c'est l'écosystème spécial qui est la forêt des mangroves à Paltivier. C'est une forêt qui vit au milieu de l'eau douce et l'eau salée. Le parc a été créé pour 3 objectifs, la protection de l'écosystème des mangroves, les lamantins et les tortues marines. Le parc a 76 000 hectares qui prend de notre frontière avec Cabinda, c'est-à-dire sur la côte atlantique, jusqu'à Pont-Lukunga. Il y a les hippopotames, il y a les lamantins, il y a les buffles de savane, il y a les antilopes et les potamochères même. Alors la zone A est dominée par la forêt de mangroves ici où nous sommes. Donc la zone A, c'est-à-dire c'est là où il y a la loi intégrale. Normalement, selon la création de la réserve, selon les principes de l'ICCN, dans la zone A, la population ne peut pas rester dans cette zone-là, il n'y a pas d'activité. Mais que voulez-vous, dès la création de la réserve, il y avait les gens à l'intérieur, mais leurs activités maintenant sont réglementées. Réglementées, c'est-à-dire, ça vous allez faire et ne faites pas ça. Donc, la chasse, c'est strictement défendu. La pêche, il y a la pêche artisanale et l'utilisation de paille, de palmiers raffia pour la construction des maisons. Les mangroves, ici à Mwanda, c'est l'unique forêt naturelle. S'il n'y a pas cette forêt à Mwanda, en tout cas, il n'y a pas d'oxygène. Quand vous quittez l'eau salée pour l'eau douce, il y a la multiplication, donc le changement de végétation, c'est-à-dire la forêt commence à se multiplier. Il y a la forêt de palmiers raffia, il y a les pandanus, il y a les mangroves elles-mêmes, et puis il y a d'autres forêts qui se mélangent. Les poissons que nous mangeons ici à Mwanda passent leur cycle de vie dans la forêt des mangroves. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de protéger cet écosystème pour ne pas perdre notre zone côtière de Mwanda. On a commencé avec la sensibilisation et au fur et à mesure, maintenant, il y a la loi qui s'impose. Quand vous attrapez ou bien vous capturez un lamantin, on vous arrête, on vous envoie directement au parquet, tribunal, on vous envoie à la prison. Les gens ont eu peur, mais pour le moment, les gens ont quitté quand même la massacre de ces lamantins. Mais la population ici utilise les arbres, pas pour la fabrication de planches par exemple, mais pour le bois de chauffage, pour la fabrication de charbon. Le charbon, c'est la meilleure qualité de charbon, selon eux, pour préparer la nourriture. Si le gouvernement a utilisé 3 espèces-là, les mangroves, les lamantins et les tortues marines, parce que ce sont des espèces qui sont en voie de disparition. La loi est là, nous appliquons la loi et petit à petit, la pression diminue. Aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique. Si nous ne protégeons pas, demain ou après-demain, nous ne verrons rien. Et en plus de ça, la nature, si on ne la protège pas, nos enfants ne verront rien. Les enfants de 40 ans, de 25 ans, 35 ans n'ont jamais vu l'éléphant, n'ont jamais vu le léopard. L'histoire de ces animaux ont disparu. Mais aujourd'hui, petit à petit, les enfants commencent à retourner au Congo central. C'est une bonne chose. Ce n'est pas nos enfants ici, du Congo central, ne peuvent pas quitter ici pour aller voir les éléphants à l'est du pays. Non, il faut qu'ils les voient ici, chez nous. Malheureusement, il y a plein de villages qui viennent de se créer. Et petit à petit, on est en train de faire des lobbying pour sensibiliser cette population, de savoir l'importance de la conservation et aux besoins même, comme il y a les stratégies de la conservation communautaire, on a pris cette communauté, on l'a introduit dans la conservation pour essayer un peu d'amortir la pression de cette population sur le parc marin des mangroves.
le parc marin de mangrove, c'est un parc aux abords d'une mer. Déjà au niveau de son, disons, de sa position ou de son positionnement, la mer, dans les lois physiologiques et physiques, donc nous pouvons dire de vent, la mer bouffe à chaque année 1 mètre de la terre ferme. Donc le parc perd 1 mètre presque chaque année. C'est comme ça que vous pouvez constater depuis la pointe de Banana qu'on a une très grande construction de pierre. C'était pour limiter la force de la pression des eaux pour ne pas poser le problème de cette perte des espaces et ainsi perdre Banana et toute sa pointe qui sont pratiquement les alentours du parc marin de mangrove. Donc ça, c'est pratiquement certaines données géographiques qui font qu'il y a des menaces qui sont elles-mêmes liées au positionnement et liées effectivement à la configuration du parc marin de mangrove. Nous croyons très sincèrement que le salut de ce parc viendrait de notre possibilité de pouvoir replanter encore le mangrove. Toute le fois que les eaux s'étirent, il fallait qu'on puisse replanter le mangrove davantage, un peu plus, parce que cette forêt de mangrove qui croîtrait un peu plus en profondeur déjà de la mer permettrait de limiter à 50% la puissance des vents qui frappent les côtes qui sont constituées du parc marin de mangrove. Voilà en fait les deux grandes dimensions. Les érosions de la mauvaise gestion des eaux qui retombent dans le mangrove en quittant la ville et en quittant le village périphérique et même les zones un peu lointaines de bordure du parc, et également les pressions de la puissance des vents qui frappent les eaux et qui frappent pratiquement les surfaces côtières du parc marin de mangrove à partir de la mer. Les deux pressions constituent une des menaces sérieuses du parc marin de mangrove. Mais ces menaces ne peuvent pas déterminer immédiatement la destruction ou la perte de ce parc s'il n'y avait pas le mauvais usage de la main humaine. Que signifie ce mauvais usage? C'est en fait la destruction de mangrove lui-même. Le bois de mangrove se retrouve être le bois prisé ou aimé par tous ces exploitants et ces fabricants de makala qui font la carbonisation dans la région, disons, de Mwanda. Et vous trouvez que nous avons un sérieux braconnage du bois de mangrove, s'il faut le dire comme ça, une déforestation assez importante. Et cette déforestation pose de sérieux problèmes parce que la réduction de cette forêt de mangrove expose le parc marin de mangrove à des intempéries de tous ordres qui pourraient nuire à l'existence de ce parc. Parce que je vous dis que les vents et les pressions au niveau le vent marin et d'autres types de vents qui frappent les bordures du parc ou les bordures de la mer constituent déjà un danger. Mais ces vents, toutes les côtes qui ont le mangrove, voient cette pression diminuer d'au moins de 50% par rapport aux côtes qui n'ont pas de mangrove.
Donc nous avons tout intérêt à préserver ces mangroves. Et même la ville de Mwanda, elle est jusque-là préservée à cause de ces mangroves. Il suffit que ces gens-là qui déforestent le mangrove achèvent cette petite forêt de mangroves et je vous rassure que la ville de Mwanda va disparaître. Parce que la pression du courant marin, la pression, disons, de ces vents marins peut avoir de dégâts sur l'espace de terre sur lequel est construite la ville de Mwanda. Mais il y a aussi un fait, c'est une ville pétrolière. Un autre dégât qui s'ajoute aux effets déjà naturels, aux menaces naturelles. En dehors de menaces humaines, il y a également d'autres menaces de cette exploitation industrielle par le fait de brûler le gaz. Le fait de brûler le gaz de l'exploitation pétrolière, ces torches que l'on voit un peu partout, brûlent de l'oxygène. Et quand ça brûle de l'oxygène, ça lance effectivement les dioxydes dans l'air, ces dioxydes de carbone, et ça pollue la ville. Mais cette pollution ne s'arrête pas seulement au fait de polluer la ville, aussi longtemps qu'il n'y a plus ces vapeurs d'eau qui sont déjà brûlées au travers de ces gaz qui sont brûlés, ça fait que Mwanda n'a pas assez de pluie. Et comme il n'y a pas une forte pluviosité, effectivement, il doit y avoir un climat assez sec. Et ce climat assez sec détériore aussi la terre. Et cette détérioration de la terre contribue à ce que le vent qui quitte le mer, c'est du vent salé. Et ce vent salé qui va se coller à quelques végétations, les détruisent aussi. Et comme il n'y a pas l'eau qui pouvait pratiquement lessiver la végétation et pouvoir les nettoyer de ces sels, ça pose des problèmes. Et même ces sels ne fertilisaient pas le sol à ces niveaux-là. Donc c'est vraiment un parc qui est buté à plusieurs contrastes qui pouvaient jouer en mal contre son existence. Voilà pourquoi il faut beaucoup de sollicitude, beaucoup d'attention des hommes pour permettre au parc marin de mangrove de jouer son rôle important. Comme toutes les côtes maritimes, nous avons intérêt à pouvoir préserver ce parc parce qu'il nous apporte beaucoup. Vous regardez les tortues marines que nous savons avoir, ce ne sont pas comme des petites tortues de forêt, ce sont de grosses tortues qui atteignent même les 100 kilos. Et quand les gens le braconnent, vous savez tout ce que ça fait, ça devient aussi un danger au fur et à mesure qu'il y a ces plages et autres qui sont en train de se détériorer. On manque de l'endroit où ces tortues peuvent pondre. Donc la faune est aussi touchée par ces érosions également qui dégradent le sol et qui créent les pertes multiples je peux appeler ça d'une plage assez élevée parce que ça lessive les érosions, ça lessive ces plages et ça détruit. Et les tortues ne manquent où est-ce que ça peut bien produire. Mais également la destruction de ces mangroves font qu'il y ait une diminution de la production de crevettes, qui sont aussi des espèces qui ont leur habitat sous le pied de mangrove. Et non pas seulement de crevettes, même d'autres espèces de poissons. Voilà en tout toutes les menaces que présente cette situation d'une mauvaise gestion de recueillement des eaux dans la ville, d'une mauvaise gestion de ne pas canaliser les rivières et qui crée les diverses érosions sur les différentes bordures de la mer, donc du parc marin de mangrove, et qui sont capables de détruire ces bijoux que nous avons, le parc marin de mangrove.